Donc, j'ai le plaisir de présenter Nicolas Delachaux, que je connais très bien depuis très très longtemps, puisque, à vrai dire, Nicolas s'était préoccupé de la transformation d'une de nos maisons de famille en conservatoire, comment dit-on, COV, Conservatoire de l'Ouest vaudois. Et donc, j'avais été très frappé de voir cette transformation d'une maison qui était extrêmement respectueuse des êtres de cette maison, on s'est même plaisanté, puisque ce conservatoire de l'Ouest vaudois donc, accueille du public. Et chaque fois que je retourne dans cette maison, j'ai l'impression que je pourrais remettre les meubles et qu'elle n'aurait quasiment pas changé. Vraiment, c'est tout à fait spectaculaire. Donc, à vrai dire, pour dire en deux mots, qui est Nicolas Delachaux, qui est architecte, bien sûr, qui a une agence à Nyon. Nyon, c'est une localité entre Lausanne et Genève, au bord du lac, qui domine le lac. Et donc, c'est Glatz et Delachaux, donc associés. Et donc, si on était en France, à vrai dire, je pense que Nicolas Delachaux serait architecte en chef des monuments historiques. Mais il n'y a pas ce corps, il n'y a pas cette compagnie en Suisse, ça n'existe pas. En revanche, il y a des architectes spécialistes des questions patrimoniales. Et donc, il est vrai que Nicolas est, outre cette question de cette maison de famille à Nyon, qui est au bord du lac, euh, euh, Nicolas s'est occupé de la réhabilitation, de la restauration de différents bâtiments de rang 1. C'est donc le plus haut degré de protection patrimoniale qui existe en Suisse, comme le temple de Nyon, dont tu t'es occupé, c'est vrai, et dont, par exemple, tu t'es également occupé. Ah oui, j'ai vu le paquebot. Le paquebot, donc le grand palace à Villars, 230 chambres, un site tout à fait exceptionnel, emblématique de l'hôtellerie suisse, une grande barre qui domine un paysage absolument somptueux et un projet de restauration tout à fait important. Et puis, à vrai dire, si j'ai connu Nicolas, c'était aussi autour de la restauration du château de Nyon. Château de Nyon en Suisse, château qu'on peut visiter, qui accueille du public, et où on a la stupéfaction, à vrai dire, de pouvoir visiter le château de la cave au grenier. Il n'y a aucun local de service, toute la tripaille, généralement, c'est un choix qui a été fait de mettre l'architecture avant tout. Vraiment architecture über alles, c'est-à-dire avant toute préoccupation. Et donc, c'est un château qui n'est pas climatisé, par exemple. Donc, évidemment, on évite la tripaille, tous les tubes, tous les tuyaux qui défigurent les bâtiments. Et donc, tous les planchers sont apparents, tout est visible. On peut voir, il y a juste un demi-étage avant le comble qu'on peut visiter du reste, où il y a une petite centrale thermique pour climatiser juste une pièce, la grande pièce du second étage, qui est une salle qui est voilà, un usage démocratique, salle de fête où on peut en effet faire la bamboula si on veut. Mais donc en limitant, vraiment, c'est un choix vraiment tout à fait curieux qui est de dire que les visiteurs bien viendront l'hiver, et bien ils garderont leur chapeau et leur manteau et visiteront le château avec des gants, ce qui permet évidemment de toutes ces suggestions qui évidemment abîment les structures historiques. Voilà, et c'est ainsi que je me rappelle avoir. Et puis également, Nicolas est l'auteur de la restauration du château Saint-Mère à Lausanne, qui est le siège du Grand Conseil vaudois. Et là, j'ai admiré beaucoup l'inscription d'une cage d'ascenseur dans une maçonnerie très très ancienne du Moyen Âge, enfin la fin du Moyen Âge, à vrai dire, c'est 14e, 15e siècle, le château de Saint-Mère à Lausanne, mais avec une attitude patrimoniale, voilà, extrêmement osée, puisque c'est un sujet qui s'était attiré des foudres des conservateurs du patrimoine, mais une cage d'ascenseur extrêmement bien disposée et qui était sciée dans la maçonnerie ancienne, ce qui fait qu'on a l'impression d'une brèche, vraiment c'est tout à fait spectaculaire. Et puis la grande salle du Grand Conseil vaudois, dans les combles, aménagée dans une salle de cristal, ça aussi c'est un tour de force vraiment pour, voilà. Et donc un bâtiment qui est vraiment tout à fait mis en valeur. Ah tiens, bonjour Elisabeth. Voilà. Donc, j'ai suffisamment dit de bien sur Nicolas. Donc, le dernier en date de ces grands chantiers, c'est le château d'Hauteville, reconverti donc en campus universitaire par l'Université de Malibu. Et je lui laisse la parole pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Voilà, là-bas. Merci Jean-François pour cette introduction. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir être ici et participer à cette journée. Merci de m'y avoir invité. On a
si Jean-François, effectivement, je le connais depuis fort longtemps, hein, ça date de quelques dizaines d'années dans cette maison au bord du lac. Nous nous étions rencontrés. On a eu la chance de travailler ensemble dans le cadre de la commission technique de ce fameux château d'Hauteville. Et c'était tout à fait passionnant, vous allez le voir, j'espère. J'ai préparé cet exposé avec deux personnes, Paul Bisseguer, historien de l'art et spécialiste des jardins, et Emmanuel Bonnemaison, qui était notre architecte paysagiste, avec qui nous avons travaillé en très étroite collaboration sur l'ensemble de l'élaboration, vous le verrez, du plan de gestion du domaine et de la restauration des aménagements. Juste très rapidement, je vais articuler cet exposé en 6 points. Une introduction actuelle sur l'histoire du domaine, démarches et procédures de chantier, les enjeux et défis d'une mutation, le plan de gestion et une brève conclusion. Alors, Hauteville, vous le voyez autour de ce liseré rouge qui entoure les 37 hectares actuels de parcs, forêts, vignes, terres agricoles. C'est un domaine seigneurial de 37 hectares face au lac, face aux Alpes. Ce domaine a été jusqu'à 60 hectares, non compris les très grandes forêts qui sont en amont sur la montagne des Pléiades, qui est en amont du château. C'est un château avec toutes ses dépendances et annexes et aménagements, tels qu'une orangerie, une serre, maison de jardinier, des fermes, glacières, terrasses, sources et bassins du 18e, classés en autain, comme l'a dit Jean-François, soit la plus haute protection que l'on connaît en Suisse. Des décors impressionnants, tant à l'extérieur, en trompe-l'œil, qu'à l'intérieur, avec notamment ce grand salon dont on reparlera plus tard. Un nouveau programme consistant, comme l'a dit également Jean-François, un campus universitaire pour environ 120 étudiants, soit des salles de cours, de conférences, bibliothèques, salons de réception, des bureaux, ainsi qu'un réfectoire pour 200 personnes, avec évidemment la cuisine professionnelle qui est nécessaire, de l'hébergement collectif et individuel, des lieux de loisirs et de sport. C'est un domaine qui a une évolution classique dans un site exceptionnel, des strates historiques superposées, un territoire agriviticole depuis le Moyen-Âge, une maison haute à caractère résidentiel au XVIIe siècle, un petit château en 1733 et un grand château à la française et parcs réguliers dès 1760. Et puis, par la suite, un grand domaine agronomique et parc paysager au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, la toponymie Hauteville-Altavilla désigne généralement une grande exploitation rurale à l'époque carolingienne. À l'époque féodale, ce territoire dépend de la seigneurie du château de Blonay, dont vous voyez une photo. Juste pour la petite histoire, le château de Blonay est propriétaire des mêmes propriétaires depuis le début du XIIIe siècle. Actuellement encore, et je restaure d'ailleurs pour eux la ferme du château. Actuellement, on arrive au bout de ce chantier. Donc, en lien, pardon, je peux être un peu plus proche, voilà, merci, en lien avec ce château. On a des archives très intéressantes. Vous voyez ici le plan cadastral de 1668 avec la résidence de campagne du notaire Abraham Dubois. Je ne sais pas si la flèche est visible. Non, elle n'est pas visible à l'écran. La toute petite maison que vous voyez, c'est en fait une partie actuelle du château tel qu'on le connaît maintenant. Et puis, en 1715, une maison seigneuriale avec des dépendances rurales, la propriété de Charles Jacquemin. Et ensuite, en 1733, le petit château d'Hervart. Et ça mérite qu'on s'y attache un tout petit peu. Vous voyez la partie droite du schéma avec les 3 fenêtres sombres à l'étage. C'est à cette période-là que Hervart se fait faire, dans le cadre de cette petite maison de 1715, un immense salon, immense pour la Suisse. Vous en avez des bien plus grands dans vos châteaux ici. Sur un double étage, il enlève le plancher. Les 3 fenêtres qui subsistent sont bouchées et deviennent des fausses fenêtres, en fait, un décor en trompe-l'œil. Et ce salon
peint par des artistes italiens, reste en place dans le nouveau château que vous voyez ici. Et c'est absolument exceptionnel, c'est que ce salon qui se situe à l'est du petit bâtiment devient la pièce centrale de la nouvelle composition du château, construit pour Pierre-Philippe Canac, par un architecte français que vous connaissez bien, c'est François Franck II, associé à Claude-Pierre Cochet, pour les trompe-l'œil. Et ce qui est intéressant, c'est que ce salon devient la pièce centrale de toute la composition du parc, puisqu'il vient axer au nouveau bâtiment U, le boulingrin, les terrasses, les bassins, tout est axé à ce salon qui a subsisté, et vous le verrez sur les quelques photos que vous verrez après, c'est que ce grand salon et ce décor n'a pas été restauré depuis 1733 jusqu'à il y a 2 ans. Il était en parfait état et il a subsisté à un immense chantier qui est le chantier de 1760 et d'ailleurs de notre chantier de ces dernières années. Le plan de 1819 indique en fait que Daniel et Victoire Grand-Hauteville, les Canac sont passés à Grand-Hauteville par mariage par la fille de Canac. Ils multiplient les points d'intérêt en fait dans ce parc, y compris celui qui est très intéressant de ce pavillon d'amour qui est sur une colline et qui permet de maîtriser toutes les vues sur l'ensemble du territoire du domaine. Et ça, c'est un point absolument magique parce que vous dominez non seulement le domaine, mais vous dominez le territoire. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'actuellement, si on fait abstraction de quelques toitures que l'on voit, on a pratiquement le même paysage actuellement que celui du 18e. Et vous voyez une gravure de ce pavillon de 1822, donc ce pavillon construit en 1814. En 1816, on construit une serre à double étage. Importante, au 19e siècle, les grands Hauteville se passionnent pour l'agronomie. On y produit de la laine, du verre à soie, des farines de pommes de terre, du sucre d'érable, des améliorations de rendement. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans ce domaine. Autre point tout à fait intéressant de ce domaine, ce sont un réseau très dense de sources. Et on a là aussi une documentation importante. Ces plans nous ont permis d'ailleurs de restaurer toute la tuyauterie des sources qui n'avaient pas été restaurées depuis leur origine et qui étaient malheureusement en mauvais état, ce qui fait qu'on a dû reprendre en fait ces tuyauteries. On a même un endroit particulier puisque l'autoroute a coupé la partie supérieure du domaine et passe par-dessus les tuyauteries des sources qui n'étaient pas du tout faciles à gérer. Et cette documentation importante nous a été très utile pendant tout le chantier. Juste en bref, un tout petit film qui vous permet de parcourir en fait ce domaine, vous rendre compte. Donc ce domaine dans son ensemble est classé. C'est un fait assez exceptionnel, c'est que non seulement les bâtiments, mais le domaine lui-même, tout le parc est classé. Il est situé en zone agricole. Son acquisition par Pepperdine fut donc une opération administrative complexe, incluant pratiquement tous les services de l'État. C'est vrai qu'il est impossible pour un non-agriculteur en Suisse d'acheter un domaine agricole, sauf dans des conditions tout à fait particulières. Les services des monuments et sites, les services de l'aménagement du territoire, ordre à bâtir, services de l'énergie, services de la protection incendie, commission foncière rurale, commission foncière concernant l'acquisition par les étrangers. C'était le défi étant de prouver que l'installation d'un campus universitaire et tout ce que cela comporte en espace technique énorme était compatible avec un château du 18e et ses dépendances entièrement classées. Avant l'achat définitif, il a fallu donc obtenir en 6 mois, c'était un planning extrêmement serré, des préavis positifs de l'ensemble de ces services sur présentation d'un avant-projet cohérent. C'est un travail d'ampleur extraordinaire, multidisciplinaire, en étroite collaboration avec une commission d'experts qui fut menée et organisée par notre équipe bureau. Nous avions été mandatés après
par une sorte de mise en concurrence en fait de différents bureaux. C'était pratiquement 6 mois d'interviews, d'interrogations, de visites, de présentation de concepts pour voir si on était compatible avec l'esprit en fait de l'université et du site. En moins de 2 ans d'études, de sondages, d'analyses et d'essais, de consultations et de projets bien sûr, le permis définitif était délivré et le chantier de grande ampleur pouvait s'ouvrir. Tout cela en pleine crise Covid, en mai 2020, nous obtenions le permis sans que personne ne puisse nous l'écrire. C'était assez particulier, cette période. Et à peine plus de 3 ans après, en juillet 2023, le campus était inauguré avec l'arrivée des premiers étudiants. Vous avez ici une photo de ces différentes structures. Une structure donc efficace a donc été organisée par les propriétaires avec le soutien des services de l'État pour suivre l'ensemble de l'opération, des études et des réalisations. Tout d'abord, le maître de l'ouvrage, soit l'Université de Pepperdine en Californie et le représentant en Suisse. Vous avez une image tout en haut à gauche de l'équipe des mandataires avec des propriétaires avec les architectes en visite sur les échafaudages. Un groupe d'experts, soit la commission technique, dont Jean-François Cabestan et Hélène Bierry en faisaient partie, avec des représentants des services des monuments et sites, photo du milieu à gauche en visite dans l'allée des Platanes. Un groupe interdisciplinaire exhaustif de mandataires spécialisés de toutes les disciplines du patrimoine et des services techniques. Quelques-uns sont là aussi sur l'échafaudage. Et puis, des laboratoires spécialisés nécessaires et bien sûr des entreprises, des artisans triés sur le volet devant justifier de compétences patrimoniales avec bien sûr les architectes qui devaient organiser tout ça. Et vous avez à droite la photo lors de l'inauguration où l'ensemble des ouvriers, l'ensemble des artisans, l'ensemble des mandataires à maître d'ouvrage étaient invités pour une grande fête dans la cour en fait du château. Donc des moyens, j'ai envie de dire presque sans retenue, ont été alloués à cette opération par les maîtres d'ouvrage, tout cela dans un climat de confiance extraordinaire, mais dans un rythme absolument effréné. C'était donc prioritairement une restauration patrimoniale de grande envergure, centennale, puisque les derniers travaux avaient eu lieu entre 1912 et 1913 sur les bâtiments très dégradés. Puis ensuite, bien sûr, une restauration du domaine dans son ensemble, et dans tous les éléments qui le constituent. Vous voyez sur la photo de gauche les dégradations de façade, ces décors peints successivement, pratiquement 7 couches de décors et de supports qui, compte tenu des dégradations des toitures, des infiltrations d'eau s'écoulaient comme dans un millefeuille entre les couches et faisaient tomber en fait des lambeaux. Malgré tout, on a pu récupérer environ 70% de la substance patrimoniale d'origine. Et puis sur la photo de droite, un immense échafaudage qui couvrait l'ensemble, qui nous a permis de travailler de manière très intensive, euh, indépendamment des saisons. Voilà quelques photos de ce chantier et des travaux en toiture, sur les charpentes, les cheminées, et cetera, les ferblanteries. Des travaux sur les décors, effectivement des grandes lacunes dont on a dû refaire en fait, reprendre les enduits en regardant avec les laboratoires pour avoir exactement les granulométries, les types de sable et cetera au plus proche. Puis, c'est un travail de maçon, mais un travail de restaurateur aussi sur les petites lacunes avec la reconstitution des décors. Un travail de très grande ampleur qui avait occupé quasiment toutes les équipes de restaurateurs de Suisse romande et de Suisse allemande pendant pratiquement une année. Des travaux bien sûr sur les aménagements intérieurs, les marbres, les cheminées, les sols, les décors, restauration des décors. À gauche, l'échafaudage dans le grand salon avec quelques retouches et puis des dorures, bon, des choses qui sont très classiques chez vous, un peu plus rares chez nous. Et puis bien sûr, élément indispensable quand même au bon fonctionnement d'une université, l'insertion de toute la technique le plus délicatement possible. On avait relativement peu de place, donc on profite des corps creux, on profite de glisser sous des sols, en fait, des nattes de fils électriques, de tubes. C'était principalement le défi d'insérer toute cette technologie. Alors, les enjeux et le défi d'une mutation,
C'est avant tout un domaine nobiliaire, propriété de la même famille depuis 1760. Depuis la fin des années 1980, les héritiers sont confrontés à un droit d'habitation qui les empêche d'y habiter ou de vendre le château. Les biens, donc, le bâtiment se dégrade inexorablement. Les moyens financiers ne permettent plus un entretien cohérent. Il n'y a donc pas d'autre issue pour la famille que la vente et malheureusement la dispersion du mobilier. Les archives familiales sont cependant disposées aux archives cantonales vaudoises et certains objets sont légués à différents musées régionaux ou vendus, dont les impressionnants et rares décors de théâtre d'Hauteville qui sont dans le musée que dirige Hélène Biéric, vous verrez après, mais qui nous a très gentiment prêté des clichés, ce qui nous a permis de faire quelques agrandissements de ces 4 décors et 2 costumes qui sont affichés dans une des belles salles du château. Et sur la photo de gauche, ce fameux plan de 1778 qui nous donne énormément de renseignements sur le château, sur son parc, sur son fonctionnement, etc. Euh, Là, excusez-moi, mais je ne vois plus les chiffres. Ouais. Petit, voilà. Donc, Pepperdine Université, dont le campus principal, on l'a dit, est à Malibu, en Californie, possède en d'autres un campus délocalisé à Lausanne et cherchait donc depuis longtemps un site plus grand et prestigieux. Après de longues recherches et visites, de nombreux sites, le domaine d'Hauteville a semblé providentiel, tant pour l'université que pour le domaine lui-même. Nous nous situons donc au cœur de la problématique de cette journée, soit un domaine en déshérence, attendant inexorablement un nouveau propriétaire, un nouvel usage, une nouvelle fonction. À Hauteville, c'est une mutation en pleine continuité. Un château représentatif, il reste représentatif pour l'université. C'est un lieu de rencontre au XVIIIe siècle mondaine et intellectuelle, des salons où l'on parle. Maintenant, c'est un lieu où l'on donne des cours, où il y a énormément de colloques, de conférences, en fait. Il faut dire que l'université Pepperdine est avant tout une université de droit et notamment ouais, tout ce qui est lié au droit international. Il y a énormément de visites, de visiteurs qui venaient à l'époque et qui viennent maintenant. Et puis, c'est un parc des vignes, des cultures et même de la recherche agricole qui continue de fonctionner tel que c'est maintenant. Et puis, quelque chose qui s'est ajouté tout à la fin, de la botanique, ce qui intéressait les grandes villes, bien sûr, mais les serres, contrairement à ce qui était imaginé au départ, deviennent également une salle de cours, vous le verrez après, et un laboratoire de biologie végétale. Alors, c'est bien sûr nécessairement la mise en adéquation entre conservation patrimoniale et insertion d'un programme complexe. Le campus, avec tout ce que cela comporte, comme type d'espace et de fonctionnement. Vous voyez ici la bibliothèque dans l'ancienne salle de théâtre. Mais avant que ce soit la salle de théâtre, c'était une remise. Et avant que ce soit une remise, c'était les pressoirs. Donc, on fait déjà une évolution en fait, dans cet espace-là. Et à droite, un des grands auditoires, une salle de conférence qui était l'ancienne bibliothèque, la salle de billard. Vous voyez l'insertion dans des anciennes chambres à coucher de salles de bain. Sur la photo de gauche, ce qui est en noir, c'est les cabines de douche et de WC. Les lavabos sont de part et d'autre de la cheminée, comme un mobilier sur les parcs existants. Quelques chambres, il y en a très peu, mais quelques-unes à 6 lits, avec des lits à 2 étages, qui s'insèrent dans les anciennes chambres à coucher. Et dans la partie centrale, il nous a fait beaucoup discuter avec Jean-François, ce salon, mais qui met en évidence en fait les doubles charpentes. C'est là que vous voyez dans la partie du fond, c'est la charpente du XVIIe siècle. Et François Franck reprend le même gabarit de cette charpente, continue en fait dans ce même gabarit, et on voit à partir de la ferme centrale 2 techniques de charpente qui cohabitent, celle du XVIIe et celle du XVIIIe, mais dans le même gabarit. En bas, autre point important, si le campus a pu s'installer à Hauteville, c'est bien parce qu'il y a toute une série de bâtiments annexes, et notamment, à partir de 1823, un manège qui ne dure pas très longtemps puisqu'il est rapidement transformé en orangerie, mais c'est surtout cet espace-là qui permet d'installer le réfectoire et dans ses sous-sols la cuisine. Et si nous n'avions pas eu ces éléments, ces constructions-là, on n'aurait pas pu installer
l'université qui a besoin en fait de tels grands espaces. D'autant plus que la législation suisse ne permet pas, dans un bâtiment, dans un site classé, euh, mis sous protection, comme on dit, construire de nouveaux bâtiments. Donc, on est obligé de rester uniquement dans les bâtiments existants. Par contre, la modification de l'affectation est possible dès le moment que c'est classé. Et puis, photo de droite tout en bas, les grandes caves avec, vous voyez, les 4 pressoirs qui dénotent en fait d'un immense domaine viticole, avec l'arrivée de l'ascenseur qui nous a aussi fait beaucoup parler. On parle beaucoup d'ascenseur avec Jean-François, que ce soit à Saint-Mer ou que ce soit ici à Hauteville. Et puis voilà quelques photos de cette serre absolument magnifique. La partie supérieure de la serre reste en fait tout simplement un espace d'enseignement, de travail, saisonnier, puisque s'il fait trop chaud ou trop froid, on n'ira pas, c'est à peine tempéré. Et puis dans la partie inférieure, ça c'est quelque chose qui a évolué en cours de chantier, ce qui était aussi une difficulté compte tenu de la rapidité avec laquelle on devait travailler, c'est que de simples serres pour cultiver les plantons du jardin, tout d'un coup, les professeurs de biologie venant des États-Unis se sont dit que ce serait idéal de faire un laboratoire de biologie végétale, et on a dû adapter en fait le chantier, le rendre complètement étanche, avec toutes les amenées techniques, etc. C'était assez complexe et il est en cours d'installation pour l'instant. Voilà, c'est aussi on l'a déjà dit, le très lourd défi de la technique moderne, indispensable à l'université, l'IT, sécurité, contrôle d'accès, audiovisuel, électricité, sanitaire, chauffage, accessibilité, PMR et tout cela, dans le respect de normes de plus en plus contraignantes, mais qu'il faut relativiser et prendre non pas à la lettre, mais avec bon sens, toujours dans l'esprit de la sauvegarde patrimoniale. Je pense que c'est malheureusement devenu, ces dernières années, la partie pratiquement la plus énergivore de notre travail, c'est de lutter contre l'application des normes à la lettre et de trouver des chemins communs et équilibrés entre ces différentes normes qui nous sont imposées dans le patrimoine. Voilà, on aborde la partie importante du parc. Si l'urgence pour le nouveau propriétaire était d'installer le plus rapidement possible des étudiants dans le bâtiment restauré, le défi du domaine lui-même était de taille et peut-être au départ un tout petit peu sous-évalué. Pour l'anecdote, lors d'une séance avec les maîtres de l'ouvrage et la commission technique, Jean-François Cabestan avait affirmé qu'il était indispensable de dépenser au moins autant d'argent pour le domaine lui-même que pour les bâtiments, et que surtout cette dépense était prioritaire, bien avant celle nécessaire au bâtiment. Alors c'est clair que cette affirmation avait évidemment jeté un froid, avait été rapidement écartée par les maîtres d'ouvrage, mais elle a eu le grand mérite de lancer les études sur le domaine et l'élaboration d'un plan de gestion générale du site, s'appuyant sur les sources historiques exceptionnellement fournies, les ressources à disposition et sur la volonté du propriétaire d'entretenir et cultiver l'ensemble du site selon les règles de culture biologique. Cette étude a été réalisée avec le concours très avisé de l'architecte paysagiste, comme je vous l'ai dit au départ, Emmanuel Bonnemaison, et de toute son équipe. Alors, ce document, le plan de gestion du site, est très complet. Il y a au moins 3 classeurs complets. Un plan général, c'est celui que vous aviez vu avant, c'était l'image idéale. Et puis ensuite, chaque partie du territoire est divisée en différents groupes. Je reviens peut-être juste sur l'image précédente, où en fait, il y a d'abord la notion de diagnostic, il y a la notion de mesure, et puis la mise en application des mesures liées à ces diagnostics en fait de réhabilitation, de sauvegarde, d'entretien, d'évolution en fait du parc. Voilà ces différents secteurs. Vous revoyez aussi le point central, le point 4.2, qui est le Tempietto, qui est au centre en fait de cette composition. Là, une vision donc holistique sur l'ensemble du site a dicté finalement toutes les interventions de cette vaste opération
en termes de patrimoine bâti, paysage et de vue, de culture, de ressources, de biodiversité et bien sûr d'histoire, au profit de l'enseignement et du développement intellectuel des étudiants du campus. On va lister quelques points. La restauration et exploitation des nombreuses sources alimentant le domaine, du domaine qui traverse, qui alimente de nombreuses fontaines et bassins d'agrément, ainsi que tout l'arrosage en fait, des cultures et des jardins. Le nouveau système de gestion des eaux de toiture et des trop-pleins des sources au travers de nous, d'infiltration alimentation, d'un bassin de rétention à haute valeur de biodiversité et gestion des débits résiduels. On a des lois, mais je pense qu'elles existent aussi en France, qui empêchent en fait d'amener trop d'eau dans les ruisseaux pour éviter en fait des dégradations lorsqu'il y a des grandes crues. Donc on régularise l'arrivée des eaux de toiture et de pluie dans les ruisseaux. Et on a profité en fait de ces aménagements nouveaux pour créer des nouveaux points de vue en fait dans le parc. Autre point, on exploite en fait le bois des forêts pour le chauffage de l'ensemble des bâtiments du site. Enfin, on a donc un chauffage à distance, un CAD à l'entrée du site, en collaboration avec la commune qui est devenue propriétaire des grandes forêts, jadis forêt d'Hauteville. Vous avez sur la ferme à l'entrée la partie en bois, cette espèce de deck en bois, en fait, c'est le réservoir qu'on ouvre et on déverse en fait les plaquettes forestières. C'est du bois déchiqueté qui vient directement des forêts. Puis, vous avez la centrale électrique avec la vis d'Archimède qui amène ces plaquettes forestières dans la chaudière. Et vous voyez qu'on a dû faire, évidemment, des grandes tranchées disposées judicieusement pour ne pas toucher les racines des allées, des arbres, de la végétation, pour alimenter en fait, la chaleur dans les différents bâtiments. Autre priorisation, c'est d'utiliser des matériaux au plus proches en fait, des lieux et des matériaux d'origine. Les bois viennent des forêts alentours, la pierre également, les carrières ont été choisies au plus proche, les galets viennent des rivières et du lac, les pavés viennent de la Suisse centrale, c'est ce qu'on appelle du grès suisse. Et dans le réfectoire, par exemple, le sol vient des carrières de Molière qui sont à peu près à 50 km. Le mobilier est suisse, le chêne est suisse. En fait, ce n'est pas par chauvinisme, mais simplement pour favoriser en fait, les circuits le plus court possible entre la provenance des matériaux et l'utilisation sur place. Et puis, de même, nous n'étions pas soumis à des marchés publics, mais à un marché privé que l'on a géré quasiment comme des marchés publics, mais avec l'avantage de pouvoir choisir en fait les entreprises. Et on a choisi des entreprises là aussi le plus proche possible du chantier, mais avec les meilleures compétences. Priorisation des transports publics, ça c'est intéressant aussi parce que le train régional a une gare idéalement plantée en tête de l'allée. Il faut dire que en 1913, lorsque la ligne de chemin de fer est construite entre Vevey et la montagne des Pléiades, les grandes Hautes-Villes doivent céder du terrain et ils cèdent le terrain gratuitement pour autant qu'on leur construise une gare à l'entrée en fait, de l'allée. Il n'y a pas de parking pour les étudiants. Les étudiants viennent obligatoirement sur site avec les transports publics. D'ailleurs, c'est une sorte de métro aérien, de tram, en fait, avec une cadence toutes les 20 minutes. Donc, c'est idéal depuis la gare principale de Vevey. Il y a à peine 20 places de parc pour le personnel, avec des stations de recharge pour voitures électriques et vélos électriques. Et puis, sur la photo de droite, le triangle, ce sont des tuiles solaires. Ça ressemble furieusement à de l'ardoise, mais ça alimente en électricité en fait les bornes de recharge et toute la technique qui est située dans le sous-sol de la ferme. L'étude du parc a été enrichie par la collaboration avec un spécialiste de l'état sanitaire des arbres. Il y a plus de 1500 spécimens qui ont été relevés et analysés. Un plan d'abattage renouvellement a été mis en place pour les arbres sénescents des grandes allées et du parc. Une spécialiste des plantes a également participé à la plantation des parterres renouvelés selon les plans du 18e, des terrasses. En utilisant les inventaires, nous avions des inventaires de plantes très spécifiques de l'ensemble de ces parterres. C'est un travail extrêmement intéressant, associé là aussi avec un bureau d'études dans l'environnement et de biodiversité comprenant des biologistes qui nous ont accompagnés tout au long du chantier. Le développement du domaine agricole et viticole et forestier a fait l'objet d'une grande attention, comme on l'a dit, réintégrant la pensée du domaine paysager. Il est cultivé par des fermiers et vignerons, régis par des lois fédérales sur la culture biologique. Il se base également sur la très riche documentation historique à disposition
Notamment, vous voyez à gauche le plan de 1819. Ainsi, les cultures intensives ont été supprimées au profit de vergers et la vigne a été étendue là où elle existait au 19e. L'analyse des plans historiques et des photos aériennes nous a également été utile pour la reconstitution du potager au sud de l'orangerie, à proximité de la cuisine et du réfectoire. Il sera mis en place prochainement pour produire les légumes indispensables aux besoins du campus. Le plan de gestion est donc un outil indispensable à la gestion du site. Chaque plantation, abattage, travaux d'entretien, évolution des cultures se réfèrent à des recommandations consignées dans ce vaste et document très précieux. En guise de conclusion, par rapport à cette mutation, vous avez sur la photo de haut à gauche Gary Hansen, qui était le vice-président de l'université et responsable en fait, de la mise en place de ce campus, avec Philippe Grand d'Hauteville au moment de la signature définitive de l'achat. Et puis, à droite, les deux mêmes, en 2023, lors d'une visite extrêmement émouvante que l'on a eue entre les deux. Philippe Grand d'Hauteville n'a jamais voulu revenir sur le chantier pendant le chantier, pas alors que sa famille venait régulièrement s'intéresser. Pour lui, c'était impossible. C'était quand même un traumatisme en fait de devoir vendre ce château après 260 ans dans la même famille. Il est finalement venu, c'était une visite très intéressante et à la fin de la visite, il nous a dit, et c'est peut-être le mot de la fin par rapport à la mutation, il nous a dit, je peux tourner la page, le château, c'est toujours mon château, il est entre de nouvelles mains. Donc la mutation entre ce château nobiliaire et l'université a fonctionné et nous espérons qu'elle fonctionnera encore longtemps. Voilà. Merci de votre attention. Merci, cher Nicolas, de cette présentation. Tu as tenu les délais. Merci d'avoir tenu une présentation très, très importante. Mais alors, moi, j'aurais, à vrai dire, comment dire, tout se déroule comme un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a des écueils, ou bien des choses qui sont restées peut-être parmi je sais pas, tout ce qu'on a pu souhaiter dans ce. Est-ce qu'il y a une trace d'échec quelque part? Quelles sont? Moi, moi, je suis un peu fouille merde, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais savoir si tout s'est vraiment déroulé aussi bien que tout ce que tu dis. Je dois dire que globalement, ça s'est déroulé de manière, on peut dire extraordinaire à l'échelle. On a quand même dépensé à peu près 60 millions de francs suisses en moins de 6 ans. C'est-à-dire qu'on a eu le chantier lui-même on dépensait plus d'1 million de francs suisses par mois. C'est énorme, c'est gigantesque dans le domaine de la restauration. Une équipe très dense et il y a peut-être c'était trop rapide, je dirais. C'était un petit peu trop rapide. On s'en est finalement pas trop mal sorti. Il y a eu quelques décisions peut-être qui auraient mérité des discussions plus longues et plus calmes. Jean-François les connaît bien. Voilà, il y avait des options qui ont dû être prises vis-à-vis du maître d'ouvrage, vis-à-vis du fonctionnement. C'était une pesée d'intérêt à un moment donné par rapport à une université qui était consciente de la valeur patrimoniale, mais qui avait quand même, malgré tout, quelques nécessités de fonctionnement indispensables. Très honnêtement, j'aurais bien aimé ne mettre que la moitié ou même peut-être le tiers de toute la technique dans ce bâtiment. Le plus difficile, c'est notamment tout l'IT, mais ça, on le voit un peu partout, hein, on ne peut plus vivre sans tout ce matériel-là. Il y a du Wi-Fi à haut débit absolument partout dans le bâtiment, y compris dans tout le parc. Chaque étudiant doit pouvoir ouvrir son ordinateur dans le parc et travailler comme il veut. Ce qui fait que ça a nécessité des fouilles, des compléments de travaux, quelques interventions qu'on aurait bien voulu ne pas devoir faire. Par exemple. Et puis, voilà, il faut quand même qu'il y ait une écueil tout à la fin. Elle est actuelle d'ailleurs dans le bouclement des comptes. On a maîtrisé le timing et le devis, je dirais jusqu'à l'inauguration, absolument on time, on budget, comme nous disaient les Américains, jusqu'à l'été 2023. Et puis ensuite, ils nous ont retardé le début du chantier de ce qu'on a appelé East Side, c'est toute la partie est, la maison du jardinier, la serre, les murs à l'est,
parce qu'ils voulaient encore profiter de leur jardin avant le début de la deuxième étape, sans nous rallonger en fait la durée de chantier qui devait être terminée à l'été 2024. Donc, on a eu finalement à peu près 7 mois pour faire tout ceci. Et là, on n'avait plus le temps de consolider les devis, de les faire approuver, etc. Donc, on y allait, on faisait. Et puis, évidemment, ils ont dépensé, avec toutes leurs demandes complémentaires, plus d'argent qu'ils pensaient. Donc, on est en train de justifier maintenant, de trouver dans quel compte il faut mettre tous ces travaux. Est-ce que c'est de l'entretien? Est-ce que c'est, etc. C'est le travail qu'on est en train de faire maintenant et de clôturer maintenant, qui est un petit peu stressant. Mais bon, ça va se passer. Et puis, autre écueil quand même, des promesses de subventions. Alors, on a eu une aide de l'État importante à un moment donné, quand même 4 650 000 du canton par un décret spécifique en fait, du Grand Conseil vaudois. Avec la Confédération, à peu près 6 millions de subventions, mais on nous promettait au moins, en tout cas, 1 million de plus pour la partie Est, qui, pour des questions budgétaires, maintenant est purement et simplement supprimée. Donc, ça n'arrange pas du tout les choses. En plus des événements américains en Californie, les incendies qui ont détruit, je connais au moins 3 professeurs qui n'ont plus de maison et des maisons qui n'ont plus été assurées, donc ils ont perdu la totalité. Donc, pas mal de grands donateurs, puisque c'est de cette manière-là que fonctionne aussi l'université, qui ont des difficultés financières peut-être maintenant tout à fait inattendues, en plus qui venaient de lancer un immense chantier sur leur campus à Malibu. La nouvelle donne politique aux États-Unis est certainement pas favorable à l'université Pepperdine non plus. Donc voilà, un petit peu de tension financière à la fin. Voilà un peu les écueils sur lesquels on est actuellement. Merci de ta franchise, Nicolas. Vraiment, c'est tout à fait agréable. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public aussi? Une question, oui, monsieur? Nicolas Sadger, étudiant au master JHPP. Juste une question pour être sûr, le financement du coup est entièrement à part quelques aides du coup d'État de la Suisse ou du canton, est en grande partie américain du coup, par donation. Totalement américain. Ouais. En fait, c'est le maître d'ouvrage, le propriétaire, Pepperdine, qui a financé et l'achat et les travaux avec une subvention exceptionnelle, comme on l'a dit. Alors, normalement, pour un bâtiment classé comme celui-ci, enfin, tout est mouvant. Hein. Il y a quelques années encore, on obtenait 20% du canton, 20% de la Confédération de subvention des travaux subventionnables, c'est-à-dire des travaux de conservation patrimoniale. Évidemment, pas les travaux d'insertion d'un nouveau programme, comme tout ce qui est technique. Et puis, la loi le permet jusqu'à 25% pour les deux, canton, confédération. Exceptionnellement, à Hauteville, on a obtenu 25% des travaux de la première étape. C'est 4,6 millions et la Confédération a contribué en partie. En fait, la Confédération ne subventionne que si le canton subventionne. Alors, on arrive dans une situation absurde actuellement où la Confédération, je vous parle de l'année passée, cette année c'est déjà différent. L'année passée, la Confédération avait l'argent mais ne pouvait pas subventionner le chantier parce que le canton n'en avait plus et ne pouvait pas subventionner. Donc, on se demandait à un moment donné si on n'allait pas prêter de l'argent à l'État pour qu'il puisse nous le verser, pour que la Confédération puisse nous le verser. En fait, il y a des absurdités, mais j'imagine que dans le système du financement français, il y a aussi ce genre d'absurdité. Sinon, tout le reste est payé effectivement par l'université. Alors, l'université, les revenus de l'université sont de manière différente. Premièrement, l'écolage, c'est des écolages privés, donc ils sont très chers, mais c'est en même temps une université qui alloue énormément de bourses à des étudiants dont les parents n'auraient pas la fortune en fait pour les recevoir. Ça, il y a un côté philanthropique de cette université depuis longtemps. Et puis, mais c'est propre à toutes les universités privées américaines, les étudiants qui ont fait carrière par la suite et qui ont fait fortune, il est de bon ton de reverser en fait une contribution à l'université qui a fait prospérer en fait l'ancien étudiant. En fait, c'est des donations qui peuvent être importantes. On a au gré des différentes salles quelques plaquettes en bronze avec les noms des donateurs.
Et chaque plaquette pouvait valoir 1,5 million, 2 millions, jusqu'à 5 millions. Ah On oui. avait entre les mains une plaquette de 5 millions, c'était assez amusant. On avait ces plaquettes dans notre cabane de chantier à un moment donné. C'était assez amusant. Il y a une autre question par là-bas. Oui, bonjour. Laurent. Je suis Florent Clier, paysagiste. J'interviendrai plus tard dans l'après-midi. Je me demandais quelle était la part du budget alloué au paysage pour ce projet. Vous évoquiez tout à l'heure une ambition forte donnée justement à l'équilibre entre le projet architectural et le projet de paysage. C'est une bonne question. On n'arrive pas à l'équilibre pour l'instant parce que le paysage et le jardin, il y a d'énormes dépenses qui doivent encore se faire. Mais dans le budget que je vous ai donné jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a grosso modo, si on prend en compte les bassins, les sources, les murs, les terrasses, les parterres, etc., c'est environ 10 millions. Mais dans le plan que vous avez vu, il y a une partie qui est extrêmement intéressante. Il y avait à l'origine un ancien moulin, donc un bassin. Dans la forêt, il y a une rivière. Cette rivière alimentait un bassin au travers d'un canal, une prise d'eau. Ce bassin de rétention alimentait ce moulin qui a disparu, mais c'était devenu un élément paysager aussi intéressant, avec une allée de platanes le long de ce bassin, des cheminements, etc. Et la prise d'eau s'est écroulée en 2021. On était en plein chantier par une très forte crue qui a tout arraché. Alors, législation aussi sur les cours d'eau est assez complexe parce que le ruisseau est propriété de la commune. L'entretien est dévolu au canton en partie, mais les berges, dès le moment qu'elles sont aménagées, sont dévolues aux propriétaires. Donc, un budget très important, pratiquement 5 millions qu'on a devisé pour réhabiliter tout ça. Il y avait urgence quand l'État ne payait pas, et d'après que l'État devait payer, en fait, il n'y avait plus du tout urgence. Donc, c'est quelque chose qui est un peu repoussé et qu'on espère pouvoir faire. Et puis, il reste encore le dernier bassin, le trop-plein des 2 bassins de la terrasse supérieure qui viennent dans le bassin de la terrasse inférieure et qui se déversent dans un grand bassin dans l'axe, mais tout en bas de la parcelle, entouré de 4 grands platanes. Ce bassin qui n'est plus du tout étanche puisque les arbres qui l'entourent en fait ont grandi. Il y a tout un projet de bassin contemporain construit dans l'ancien bassin pour maintenir en fait les murs et les arbres. Ça, c'est quelque chose qui a été reporté pour l'instant encore. Donc il y a encore du travail en matière de paysage, d'où l'intérêt bien sûr du plan de gestion. Oui, Florence Babix, architecte du patrimoine. Je reviens sur la restauration du château, dont on a vu qu'il y avait des parties qui dataient du premier château, dont il y a des décors intérieurs, extérieurs en mauvais état. Et connaissant un petit peu la notion d'authenticité des Américains, quelle influence ça a pu avoir? Est-ce qu'ils ont eu une influence sur des choix de restauration et de maintien d'authenticité? Alors étonnamment, relativement peu. Je dois dire que les Américains ont fait vraiment preuve d'une énorme sagesse, entre guillemets, par rapport à la reconnaissance de la valeur patrimoniale et nous ont fait extrêmement confiance. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, qu'on a 2 experts de la commission technique avec nous aujourd'hui. Ils ont été vraiment très attentifs. Je dirais même, ils nous ont surpris en étant plus attentifs que certains maîtres d'ouvrage étatiques vaudois, par exemple. Si on compare avec ce qu'on a fait à Saint-Mer, où on a eu quelques écueils avec certains utilisateurs. Alors, il y a eu une période, oui, donc ça pour répondre aussi à la question précédente, il y a eu une période un peu curieuse pendant le Covid, donc avant Covid. Le Gary Hansen que vous avez en photo ici venait à peu près tous les mois. Donc, on avait un contact très, très régulier. Pendant la période Covid, évidemment, les voyages étaient supprimés. Donc, on faisait énormément de Zoom. On en faisait déjà avant, mais ça s'est intensifié. Et le directeur local a, lui, pris un peu plus de poids, ce qui fait qu'il prenait lui-même, en fait, quelques décisions. Et lui avait une vision de faux vieux, entre guillemets, beaucoup plus développée que ses supérieurs, en fait, aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques inquiétudes à un moment
Et quand Gary Hansen a pu revenir, en fait, on a pu recalibrer un peu les choses et échapper en fait à des choses que, par exemple, la salle, le grand réfectoire, les images que l'on a reçues, c'est les images de Poudlard, par exemple. Hein. C'était vraiment ça. On devait reconstituer ça, qui n'avait jamais existé, puisque c'était un ancien manège. À part ça, une compréhension, un exemple que j'aime bien citer parce qu'il est assez significatif. On avait, quand on va depuis le rez-de-chaussée en direction de ce grand caveau, qui est devenu un lieu d'événements, etc., on a installé des sanitaires, des WC dans les anciens cachots, avec des 3 petites cellules. La hauteur des portes, ça fait à peu près 1,60 m. Mais toutes les portes sont là, tous les aménagements sont là. On s'est dit, c'est amusant. Quand on va aux toilettes, on baisse la tête, on courbe les chines et on rentre dans les toilettes. On s'est dit, ça passera jamais avec nos clients américains. Puis plus le chantier avançait, on n'avait jamais de remarques. Et puis à un moment donné, à 6 mois de la fin du chantier, on s'est dit, on est quand même obligé d'être très clair avec eux. Pas que tout d'un coup, 3 jours avant l'inauguration, ils nous disent, mais quand est-ce que vous allez changer ces portes? Donc on les a fait venir et on a eu de la chance parce qu'il y avait le recteur qui est très grand, le président en fait, de l'université est très grand aussi, il fait plus de 2 mètres. On les a fait visiter les toilettes, ils sont pliés en deux quasiment pour rentrer dans les toilettes et quand ils sont ressortis, ils ont dit « beautiful », ça nous a permis de signer l'accord et ça a été maintenu. Le même cas de figure, bien moins grave, au château de Lausanne, à Château-Saint-Mer, a fait une polémique absolument incroyable où les collaborateurs en fait, de la chancellerie d'État nous ont accusés de mal les traiter parce qu'il fallait baisser la tête pour rentrer dans les toilettes, dans les combles. Donc, on voit que finalement, les Américains étaient beaucoup plus compréhensibles sur le patrimoine, pour certains points en tout cas, sauf pour le réseau hyper dense en fait, du Wi-Fi et de la sécurité. Donc, Laurence Vidal, donc au Master JHPP. Je voudrais revenir sur la protection du site. Donc, c'est une protection au niveau du canton et de l'État fédéral. Exactement. Et je poursuis ma question. Et vous confirmez qu'il y a, dans ces sites qui sont protégés, les extensions par les nouvelles constructions ne sont pas possibles. Alors, on cumule différentes lois. On est en zone agricole, donc hors zone à bâtir. Normalement, on ne peut absolument rien faire dans des bâtiments agricoles. D'abord, la règle de base, les bâtiments agricoles ou en zone agricole, seuls des propriétaires exploitants, donc agriculteurs, peuvent acheter ce genre de territoire. Ça, c'est la première chose, la règle de base. Après, il y a toute une série d'exceptions, effectivement. Là, en l'occurrence, autant le vignoble, autant les terres agricoles ont continué d'être exploitées avec les mêmes exploitants. Il y a une évolution, mais naturelle. Et effectivement, on est dans des situations un peu... Aucun agriculteur ne pourrait acheter un tel domaine et restaurer les bâtiments, à moins qu'il ait une fortune familiale, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a la possibilité, en fait, à d'autres d'acheter pour autant, avec énormément de garde-fous, pour maintenir l'exploitation agricole et viticole. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, il y a une règle qui dit que lorsque les bâtiments sont protégés ou dignes de classement, donc dignes de protection, il y a possibilité de changer d'affectation. Alors, on ne changeait pas vraiment d'affectation dans le château lui-même, puisqu'en fait, les salons sont restés des salons, les chambres de personnel de bonne sont devenues des chambres d'étudiants, donc l'affectation n'était pas vraiment changée. Par contre, elle a été changée, notamment dans le manège, qui était après le réfectoire, le bûcher qui est devenu des chambres individuelles pour les étudiants en master, etc. Et là, cette règle de mise sous protection permet de changer d'affectation à la condition qu'on ne peut construire aucun volume supplémentaire. À tel point que l'application à la lettre, et c'est ce qui s'est passé au moment de la mise à l'enquête, c'est-à-dire de la demande d'autorisation, on a dessiné une lucarne complémentaire sur le château par symétrie, parce qu'on savait qu'elle avait existé, mais elle n'existait plus. Le service de l'aménagement du territoire a commencé par nous la refuser. Donc, voilà, des règles, parce que c'est un mètre cube de plus bâti. Alors, il faut remonter la pente, il faut chercher des arguments. En l'occurrence, le service des bâtiments historiques, des monuments historiques, est prépondérant légalement dans ce genre de choses et influence un peu plus le service de l'aménagement du territoire, qui normalement devrait se mêler de territoire et se mêle en fait d'architecture et de patrimoine. Et c'est là que c'est un tout petit peu complexe parfois.